Vous pourriez penser que le temps de Hulk Hogan sous les projecteurs s'est terminé avec son décès en juillet, mais un nouveau chapitre potentiellement explosif est en train de s'ouvrir. Sa famille prendrait maintenant d'autres mesures qui pourraient ouvrir la voie à une plainte pour faute professionnelle médicale. Nous examinerons l'enquête, les zones d'ombre autour de sa mort et leurs implications juridiques avec l'avis d'un avocat en droit civil et dommages corporels. Bienvenue dans Sidebar par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Lorsque Hulk Hogan, la légende du catch, est décédé en juillet dernier à l'âge de 71 ans, cela a d'abord semblé n'être qu'une fin tragique. Une fin triste pour une icône du divertissement. Nous pensions tout savoir et c'était tout. Mais ce n'était pas le cas. Comme vous le savez, d'après ce que nous avons couvert ici sur Sidebar, il y a beaucoup de détails étranges entourant sa mort. Et maintenant, sa famille y fait des vagues dans le monde juridique. Ils viennent de déposer une requête demandant un délai supplémentaire pour examiner une éventuelle plainte pour faute médicale en lien avec sa mort. Et les implications pourraient être importantes, parce que voilà le problème. Rien n'a encore été déposé, personne n'a officiellement été accusé de faute. Mais cette démarche le montre. La veuve de Hogan, Sky Daly, et son fils Nicolas Balea envisagent sérieusement si des erreurs dans les soins médicaux de Hulk Hogan ont pu contribuer à sa mort. Avant d'aborder les dernières nouvelles, je dois faire le point car il y a beaucoup à analyser. Hulk Hogan, né Terry Balea, est décédé le 24 juillet 2025 à son domicile de Clearwater, en Floride. Le bureau du médecin légiste du comté de Pinellas a initialement conclu à une mort naturelle liée à une crise cardiaque causée par une fibrillation auriculaire. Il s'agit d'un rythme cardiaque irrégulier et d'une leucémie lymphoïde chronique. Il se serait effondré chez lui en convalescence après avoir quitté l'hôpital la veille. Selon le Tampa Bay Times, bien que la mort ait été jugée naturelle, des questions sont apparues. La police de Clearwater a alors déclaré à Law & Crime. La police de Clearwater enquête toujours sur le décès du 24 juillet de Terry Balea, alias Hulk Hogan. L'originalité de cette affaire nous a contraints à interroger de nombreux témoins et à solliciter des dossiers médicaux auprès de divers prestataires, ce que nos enquêteurs poursuivent. Tout cela prend du temps jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Aucun dossier lié à l'affaire, y compris les images des caméras corporelles, ne peut être divulgué. Et pour être clair, aucun dossier, y compris les images des caméras corporelles, n'a encore été divulgué et la police a déclaré que l'enquête est toujours en cours. Eh bien, je vais vous dire ceci. Les proches de Hogan se sont également exprimés publiquement à ce sujet. Le membre du Hall of Fame de la WWE, Jimmy Hart, ami de longue date de Hulk Hogan, a évoqué la mort soudaine de ce dernier au magazine People, déclarant « J'ai appelé Hogan mercredi soir. Tout s'est passé jeudi matin, tout est arrivé soudainement, mais c'était très positif. La veille, c'est arrivé si vite. C'était comme « Oh mon Dieu, on pensait qu'il allait si bien, tu vois maintenant. » Hart a déclaré que Hogan profitait de la vie en regardant du catch, en faisant du karaoké avec son fils Nick et en vivant pleinement après le ring, malgré l'usure chronique de son corps après des années de catch. Mais pendant ce temps, la veuve de Hogan, Sky Daly, a soulevé des questions sur le fait que des complications liées à une opération du cou, une chirurgie du cou que Hogan a subie en mai, aient pu jouer un rôle dans son décès. Plus précisément, elle affirme que pendant l'intervention, le nerf phrénique de Hogan, qui contrôle le diaphragme et la respiration, a été endommagé. Sky affirme que ce problème lui a causé des troubles respiratoires durables, pouvant avoir contribué à sa mort. 2 mois après, elle a dit au Daily Mail: être essoufflé longtemps rend très malade. Ce n'est pas quelque chose qui provoque une mort soudaine et alarmante, c'est quelque chose qui vous use, qui vous affaiblit. TMZ a aussi rapporté que lors de l'appel au 911 le jour du décès de Hogan, Sky a déclaré « Mon mari ne respire plus, il vient d'arrêter ». Donc cela semblerait contredire en quelque sorte la version de la crise cardiaque, non? Il semble que Hogan n'ait eu ni douleur thoracique ni crise cardiaque. Il a juste cessé de respirer. Du moins selon cette version. Et pour ajouter à tout cela, ce qui ajoute au mystère, c'est qu'apparemment un ergothérapeute était présent au domicile de Hogan ce jour-là. Et cet ergothérapeute aurait déclaré à la police qu'un chirurgien avait sectionné le nerf phrénique lors de sa récente opération. Selon TMZ des sources, cela figure dans un rapport de police et sur des images de caméras corporelles non publiées. Ici à Law & Crime, nous avons demandé ces images sans les recevoir pour l'instant. Maintenant, selon la Cleveland Clinic, des lésions à ce nerf peuvent
sérieusement affecter la respiration, ce qui explique pourquoi cette erreur chirurgicale potentielle suscite des inquiétudes. Nous ne savons pas avec certitude si c'est ce qui s'est passé, mais Sky a été très transparente sur ses intentions, expliquant que Hogan n'a pas encore été incinéré. Elle a dit que la famille souhaite terminer une enquête médicale avant d'honorer ses volontés. Si vous êtes fan de Sidbar, vous savez que nous couvrons de nombreuses affaires et publions chaque jour de nombreux extraits. Et je vais vous dire, vous vous demandez peut-être comment faites-vous pour y arriver. Nous utilisons la plateforme Opus Clip, donc si vous êtes en ligne ou sur les réseaux sociaux, cela peut vous intéresser. C'est un éditeur tout en un, basé sur l'intelligence artificielle qui rend plus facile et plus rapide la découpe, la création et la mise en ligne de vidéos sur toutes les plateformes de réseaux sociaux grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Opus Clip crée des plans de coupe, nettoie l'audio et adapte vos vidéos à toutes les plateformes. C'est très simple, je vais vous montrer comment faire. Pour l'instant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Opus Pro Bar / Sidebar, vous vous inscrivez, vous téléchargez une vidéo. Et en quelques minutes seulement, vous aurez des tas de clips parfaitement montés, prêts à l'emploi. Donc que vous fassiez des vidéos pour TikTok, des shorts ou des Reels Instagram. Opus Clip permet de diffuser facilement votre meilleur contenu à un large public sur toutes les plateformes en un clic. Pour juger la qualité des vidéos intelligence artificielle d'Opus Clip, regardez notre contenu chez Law & Crime. Nos producteurs ont utilisé Opus pour couper et partager des extraits de nos plus grands procès. Nous le faisons très rapidement. À Sidebar, nous savons que nos auditeurs ont de nombreuses opinions et idées à partager. C'est l'outil le plus puissant pour monter comme un pro et développer votre audience. Essayez-le. Allez sur Opus Pro / Sidebar pour commencer à créer vos propres vidéos dès aujourd'hui. Très bien, alors avant d'aborder ce nouveau dossier, je voudrais inviter Perry Fallock, qui est avocat en droit civil et en dommages corporels, associé au cabinet Morelli basé à New York. Heureux de t'avoir avec nous, Perry. Commençons. Comment une cause officielle de décès, par exemple une crise cardiaque naturelle, influence-t-elle d'éventuelles réclamations civiles? Bonjour, merci de m'avoir invité. Le certificat de décès sert de preuve potentielle dans une action civile. Ce n'est évidemment pas la seule preuve. Si je suis l'avocat du plaignant et que j'intente une action, j'aimerais que la cause du décès inscrite sur le certificat appuie ma théorie et mes arguments, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Les avocats de la défense peuvent présenter le certificat de décès et dire « Regardez, c'est écrit naturel ». Nous n'avons rien fait de mal ici, mais ce ne sont pas les faits. Ce n'est pas vrai. Les dossiers médicaux eux-mêmes vont raconter l'histoire de ce qui a mené à la cause de l'action. Maintenant, presque à chaque fois ou la plupart du temps, le cœur de quelqu'un s'arrête, c'est la dernière chose qui se produit avant qu'une personne ne décède. Maintenant, il peut y avoir plusieurs choses qui ont mené à cela et qui ont provoqué l'arrêt du cœur. L'arrêt cardiaque peut être déclaré cause officielle du décès, sans signifier que la personne est morte d'une crise cardiaque. Donc, en d'autres termes, cela n'exclut pas, cela n'empêche pas la possibilité pour quelqu'un de poursuivre avec succès pour faute professionnelle, médicale ou négligence. Absolument pas, et la plupart du temps où j'intente une action pour faute professionnelle médicale ou autre affaire. Le certificat de décès ne va pas forcément soutenir la plainte ou la théorie que je présenterai. Si vous traitez une affaire où il y a un court laps de temps entre la sortie de quelqu'un d'un hôpital, d'un établissement médical, et le décès, cela déclenche-t-il automatiquement des alertes? Oui, surtout ici où il semblait y avoir un jour ou 24 heures entre les deux. La question va devenir, qu'est-ce que cet établissement médical, et dans ce cas, l'hôpital, savait? Qu'aurait-il dû savoir avant de le laisser rentrer chez lui, surtout lors d'une période de 24 heures comme celle-là? Ils l'avaient sous leur soin et leur supervision, donc ils auraient dû savoir qu'il y avait un certain risque, s'ils le laissaient sortir au bout de 24 heures, qu'une chose comme celle-ci puisse arriver, c'est un énorme signal d'alarme pour moi et c'est quelque chose que je soulignerai immédiatement en déposant une plainte de ce genre. Est-il vraiment important d'avoir le service de police de Clearwater? Ils enquêtent toujours sur l'affaire. Ils n'ont pas publié les images de la caméra corporelle, sujet dont nous avons beaucoup parlé. Vous gérez cela, puis une éventuelle poursuite judiciaire. Quel impact cela a-t-il? Je trouve cela moins important que le signal d'alarme. Les images de la caméra corporelle apportent du contexte. Il pourrait y avoir des éléments là-dedans qui aident à soutenir une plainte civile ou une plainte pour faute professionnelle médicale. Mais au final, quand on parle d'une plainte pour faute professionnelle médicale, ce sont les dossiers médicaux qui feront la différence. Les avis médicaux d'experts, le rapport du coroner, le rapport du médecin légiste. La médecine est nécessaire pour soutenir votre dossier ici. Tout le reste peut aider à fournir du contexte ou à illustrer ces affirmations. Mais si vous n'avez pas la médecine, si vous n'avez pas la négligence médicale, l'écart par rapport aux standards de soins, vous ne pouvez pas porter l'affaire.
Peu importe ce que les images de la caméra corporelle peuvent montrer dans une affaire comme celle-ci. Au fait, les familles peuvent-elles demander ou contraindre la divulgation des dossiers lors d'une affaire civile? Oui, lors d'une affaire civile, vous pouvez toujours obtenir les dossiers médicaux. C'est la famille ou, lors d'un décès, son représentant, la succession, l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire. Ils pourront toujours demander les dossiers médicaux. Une fois le litige engagé, il est possible d'obliger à communiquer des documents, notamment par citation à comparaître. Si la personne n'est pas une partie ou si c'est une partie à l'affaire, donc l'un des défendeurs, par exemple un hôpital, un médecin, ils seront tenus de remettre toutes les informations susceptibles d'être découvertes qu'ils possèdent. Tout ce qui pourrait être pertinent pour l'affaire devra être communiqué. Donc, vous allez avoir les éléments que vous obtenez des parties et ensuite les choses que vous pouvez obtenir de parties extérieures par le biais d'une assignation du tribunal. Et de manière générale, lorsqu'on parle de cette allégation de blessure potentielle du nerf phrénique lors d'une intervention médicale, lors d'une chirurgie, avez-vous déjà vu cela entrer en ligne de compte dans une éventuelle plainte pour faute médicale? Je n'ai jamais eu affaire à une affaire traitant spécifiquement de ce type de lésion nerveuse, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai vu. Tout élément peut soutenir une plainte pour faute médicale, même s'il est un peu éloigné de la cause du décès ici. Je pense donc que dans cette affaire, c'en était un. L'opération aurait eu lieu en mai et il est mort en juillet. Donc, chaque fois qu'il y a une défaillance et que cette négligence se poursuit tout au long et que c'est quelque chose avec lequel quelqu'un rencontre des difficultés, si cela cause la mort ou entraîne des blessures supplémentaires, ce sera l'élément clé de l'enquête. Existe-t-il un lien de causalité avec la lésion nerveuse subie? Il faut d'abord prouver qu'il a bien eu une lésion nerveuse. Je sais qu'il y a des spéculations actuellement, mais comme déjà dit, seuls les dossiers peuvent le confirmer. Il doit donc y avoir négligence ou faute professionnelle initiale. Il faudra prouver le lien de causalité, ce qui sera d'autant plus difficile si le décès survient longtemps après l'opération. N'est-ce pas juste une bataille d'experts? Chaque camp aura son expert pour affirmer ou nier le lien de causalité. Puis hop, c'est au jury de démêler et comprendre tout cela pendant le procès. Tu as généralement raison, surtout si l'affaire va au procès. Chaque partie pourra présenter des experts aux théories opposées et le jury devra trancher. C'est là que le contexte évoqué plus tôt dans la vidéo de la caméra corporelle intervient. Si d'autres témoins se manifestent, ces preuves commencent alors à compter. Parce que les jurés sont assez intelligents pour comprendre cela au procès. Les experts du plaignant défendront leurs théories, ceux du défendeur celles de la défense. Donc, vous devez présenter au jury qu'il s'est passé quelque chose d'anormal ici. Faites confiance à notre expert, car de nombreuses preuves soutiennent cette théorie. Regardez par exemple, dans cette situation, on parle de personnes qui se sont adressées à la fille de Hulk Hogan et qui ont tiré la sonnette d'alarme sur certaines choses qu'elle n'aimait pas. Tout cela aidera à éclairer la situation pour le jury afin de leur faire comprendre que les plaignants ont la bonne théorie de l'affaire. Vous avez évoqué Brooke Hogan, la fille de Hulk Hogan. Je vais en parler brièvement avant d'aborder la dernière mise à jour. Elle est très intéressante dans cette histoire car nous avons entendu son témoignage. Nous avons appris par elle que des professionnels l'auraient contactée directement à propos de cette affaire. Quand? Elle donc? Le 20 août, elle a publié sur Instagram. Citation. J'ai reçu uniquement des appels légitimes de professionnels, comme des policiers et des infirmières. Présent avec mon père le jour de sa mort, ils m'ont dit de voir les images de la caméra corporelle et que je dois mettre la main sur les enregistrements du 911 parce qu'ils contiendraient prétendument des informations susceptibles d'éclairer suffisamment pour changer le récit. Nous, tout le monde a entendu ces professionnels parler avec autant de passion de ce qu'ils ont vu. Ils continuent de me contacter et de me pousser à trouver des réponses précises jusqu'à aujourd'hui. Ils mettent littéralement leur carrière en danger parce qu'ils ressentent un besoin impérieux de faire ce qui est juste. Maintenant, elle a visiblement adouci sa position, comme mentionné dans un précédent épisode de Sidebar, où elle l'a déclaré à TMZ, et Boba, l'éponge de l'amour. Son émission de radio à laquelle tout le monde semble participer honnêtement en parlant à Boba. J'ai vu mon père, il semblait en pleine forme, prêt pour un événement de catch en pay-per-view. Ayant vu le corps, elle a confirmé à TMZ avoir remarqué des cicatrices d'incision, signe d'une autopsie. Elle a pu faire ses adieux. Elle a dit que cela l'avait beaucoup aidé. Citation. Tout le monde semble agir de bonne foi et faire ce qu'il faut. Je suis content de rentrer chez moi, d'avoir vu mon père et assisté à l'autopsie. Je sais que des investigations restent à faire, mais mon cœur me dit que tous sont honnêtes et font leur travail. Mais la famille a maintenant pris une mesure officielle pour éventuellement engager une action en justice.
D'accord. Avant que nous entrions dans les détails de cette période de dépôt, quelle est la signification juridique si cela est vrai que des professionnels auraient contacté directement les membres de la famille? Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, les gens, la signification juridique est relative à aux informations qu'ils doivent fournir. C'est encore une question de contexte. J'ai déjà évoqué ce que voit le jury à la fin de l'affaire. Évidemment, si un prévenu a ses propres employés, ses propres membres du personnel qui transmettent des informations contre lui au plaignant, c'est un élément important dans leur esprit lorsqu'ils doivent évaluer cette affaire et décider comment la plaider ou à quel point la défendre vigoureusement. Les informations médicales, dossiers et avis d'experts seront déterminants dans une affaire de faute professionnelle médicale. Malgré tout, il y a un procès et une histoire racontée d'un côté. Et si une partie de l'histoire des plaignants repose sur le fait que les propres employés du défendeur transmettent des informations ou parlent des erreurs qui ont été commises ici, c'est un élément fort en faveur du plaignant que les défendeurs ne veulent pas voir apparaître. Cela peut fortement influencer leur choix entre un règlement à l'amiable ou une action en justice. Au final, ils savent que ce qui est révélé durant l'affaire, si cela apparaît en déposition ou lors d'une découverte, sera vu par le jury. Au final, si vous êtes un avocat plaidant ou gérant un contentieux, pensez toujours à l'avenir. Si l'affaire va au procès, à quoi cela ressemblera-t-il? C'est là que cela compte vraiment. Et évidemment, les informations qui sortent doivent soutenir les avis médicaux. Si cela contredit fortement les dossiers, l'avocat du plaignant pourrait ne pas y prêter attention, ou il pourrait ne pas l'utiliser si cela ne soutient pas sa théorie. Passons à la grande mise à jour. La semaine dernière, la famille de Hogan a demandé au comté de Pinellas une prolongation de 90 jours du délai de prescription pour enquêter sur une possible faute médicale. Le dépôt cite l'hôpital Morton Plant, où Hogan a été déclaré mort. Les médecins de l'hôpital général de Tampa, dont Thomas Roche, spécialiste en chirurgie orthopédique de la colonne vertébrale, Université H. Guilherme H. Oliveira, qui est spécialisé en cardiologie et en insuffisance cardiaque, ainsi que, je cite, tous les autres prestataires de soins de santé concernés. Perry, pourquoi est-ce si important? Peux-tu préciser ce que cela signifie? Pour demander une requête de prolongation ici, C'est intéressant car c'est propre à la loi de Floride, chaque État ayant ses règles en droit civil. La faute professionnelle médicale a une norme différente. D'après mon expérience, la plupart des États découragent généralement les affaires de faute médicale via le délai de prescription ou des plafonds sur les dommages. En Floride, il y a presque toujours une enquête préalable dans les affaires de faute professionnelle médicale. Donc, on parle de cette pétition comme si c'était une étape très importante. Mais en réalité, c'est en quelque sorte la norme chaque fois qu'il y a une affaire de faute professionnelle médicale qui va potentiellement être engagée. Et la règle exige qu'il y ait une enquête préalable par la partie plaignante pour deux raisons. S'assurer qu'il y a bien une affaire à engager. Parce que si, pendant cette période, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'affaire, les plaignants, en théorie, ne sont pas censés la poursuivre après cette période. Ils veulent aussi ne nommer que les bons défendeurs. Ici, ils en connaissent déjà quelques-uns. Ils connaissent les hôpitaux et les médecins qui l'ont soigné. Mais il peut y avoir d'autres personnes impliquées. Et c'est un peu le but de cette période de 90 jours. Je trouve intéressant que la règle en Floride oblige aussi les défendeurs à mener leur propre enquête pendant ces 90 jours et ils sont obligés de passer par leur compagnie d'assurance. Ils doivent apparemment transmettre leurs dossiers médicaux aux plaignants dans le cadre d'une découverte informelle. Et à la fin, si les défendeurs découvrent, grâce à leurs experts, qu'il n'y a pas de dossier et qu'ils ne le pensent pas. Il y a une théorie, les plaignants peuvent présenter leur dossier en s'appuyant dessus. Ils doivent fournir une déclaration sous serment d'un médecin ou un avis médical de la défense. Ils disent, nous pensons que vous n'avez pas de dossier ici, afin de décourager les plaignants dès le début. Donc, cette période de 90 jours prolonge le délai de prescription qui, en Floride, pour engager une action pour faute médicale, est de 2 ans. Ainsi, les plaignants disposent de 2 ans. Cela leur accorde simplement 90 jours supplémentaires pendant lesquels ils peuvent mener une enquête et déterminer ce qu'est l'affaire et ce qu'elle n'est pas. accorde-t-on généralement cette requête? En Floride, cette formalité est toujours accordée pour les mêmes raisons. Le tribunal doit limiter les questions, s'assurer d'avoir les bonnes parties ou éviter que l'affaire soit portée afin de ne pas gaspiller les ressources judiciaires. Quand on voit qui est nommé ici
et qu'on parle de plusieurs médecins et hôpitaux, et d'ailleurs, l'expression générale tous les prestataires de soins de santé concernés. Comment? Qu'est-ce que cela vous dit sur la complexité de cette affaire? Ou qu'est-ce que cela vous dit sur le niveau de responsabilité, ou la responsabilité partagée, ou la responsabilité présumée? À propos de qui a été nommé ici? Cela me dit que ça va potentiellement être une affaire compliquée. Maintenant, si j'intente une action pour faute professionnelle médicale, je veux toujours que ce soit aussi clair que possible. Le cas idéal, c'est quand il n'y a qu'un hôpital ou un médecin, un contraint. Chaque fois que vous commencez à impliquer plusieurs établissements, cela indique que vous avez une chronologie compliquée. Une personne dont la santé était compromise a dû consulter plusieurs établissements. Et ces établissements vont aussi commencer à se rejeter la faute. Donc l'hôpital A va dire eh bien, c'est la faute de l'hôpital B. Nous avons fait tout ce que nous étions censés faire. Donc maintenant, vous menez plusieurs combats dans le même procès, dans la même procédure, et cela complique toujours les choses. La formule passe-partout qu'ils ont ajoutée ici est assez fréquente, surtout à ce stade, mais ce que cela indique, c'est que nous n'avons pas encore terminé notre enquête. Nous pensons connaître certaines des parties concernées, mais il pourrait y en avoir d'autres. Cela ne va pas durer. Tout au long du litige, vous devez nommer des parties spécifiques. Mais tant que l'enquête est en cours et qu'ils disposent de cette période d'enquête préalable, ils disent « Nous allons vous tenir informés ». Il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées. Et est-ce que cela vous donne une idée des réclamations qui pourraient potentiellement être poursuivies, de la solidité de ces réclamations, de ce à quoi nous pourrions faire face comme litige potentiel? Mais c'est difficile à dire en ce qui concerne les parties. Pour les hôpitaux qui sont à nouveau mentionnés, cela dépend, une fois que vous obtenez ces dossiers, de ce qui s'est passé dans chaque établissement. Mais si tout semble reposer sur cette lésion nerveuse, la théorie serait que chaque hôpital a fait ou n'a pas fait quelque chose concernant cette lésion nerveuse, pour avertir les personnes, pour avertir la famille, ou pour aider Hulk Hogan pendant ce processus, où il savait qu'il avait déjà subi cette opération. Donc, si vous devez relier le litige ou le décès à la blessure initiale, toute personne qui a eu la possibilité de l'aider pendant cette période sera un défendeur potentiel. Ils diront, vous saviez ou auriez dû savoir qu'il avait subi cette opération. C'était dans ses dossiers et vous saviez qu'il y avait un problème ici. Il avait du mal à respirer, le nerf était sectionné selon l'une des affirmations. Quoi qu'indiquent les dossiers, ils doivent prouver la causalité, donc ils doivent démontrer cela. La mort a été causée par la blessure initiale, et lorsqu'il a été vu par plusieurs hôpitaux tout au long, qui l'ont examiné et l'ont renvoyé chez lui, ça va être une pente difficile à gravir. PER, LLICK, merci d'être venu. Je veux dire, c'est une mise à jour intéressante mais compliquée, dans ce qui est déjà une histoire intéressante et complexe. Nous continuerons de suivre cela sur Sidebar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou vos plateformes habituelles. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, à la prochaine.